Donc félicitations. C'est pas nouveau quand l'encadreur c'est Madame M. Okay. Voilà, on la connaît pour son sérieux, son courage et tout ça. Donc félicitations et bonne continuation. Néanmoins, j'ai quelques remarques. Alors, l'unité de la turbidité, est-ce que c'est NFU ou bien NTU? Parce que des fois, vous utilisez NFU, par exemple dans l'abréviation, et si on prend par exemple à la page 65, c'est NTU, donc il faut uniformiser. D'accord? C'est NFU. Donc des fois, vous mettez l'une, des fois, vous mettez l'autre. Alors, pour la spectroscopie visible, vous avez utilisé le DR600. Le DR600. Ici, on a également bien en Turquie. Bon, est-ce qu'il donne vraiment des valeurs reproductibles? Ah oui, oui, madame. Pourquoi le nôtre ne donne pas des valeurs? Parce qu'on a le même procédé. J'ai utilisé l'année passée pour un moment de master, vraiment les valeurs sont... Il faut à chaque fois l'étalonner, madame. Vous faites des... Oui. Non, pas notre appareil plus sophistiqué. Non. Il est relié, alors il est assisté par ordinateur? Non. Donc, je me demande, c'est un appareil qui n'est pas, à mon sens, fiable du tout. J'ai utilisé l'année passée, mais c'était vraiment catastrophique. Donc, le minimum, c'est avoir un spectrophotomètre assisté par ordinateur. Donc, c'est pas un laboratoire spécialisé ou quoi? Spécialisé, normalement, on travaille avec. Ouais. Vous pouvez laisser le nôtre, c'est le même, c'est le même appareil, c'est pour cela que j'ai posé la question. Alors, à la page 69, j'ai juste l'appellation de carbone organique. Je sais que vous n'y êtes pour rien, mais s'il y a un organicien parmi nous, il va se demander est-ce que le carbone peut ne pas être organique? Si le terme de chimie, par exemple organique, c'est synonyme de chimie du carbone. J'étais en train de chercher ce matin. Ouais. J'ai trouvé le carbone inorganique, c'est comme les carbonates. Mais c'est des molécules qui contiennent du carbone et qui sont des molécules inorganiques. Mais le carbone en lui-même il ne peut pas être inorganique. Le carbone, c'est la base de la chimie organique. Voilà, je suis juste un petit peu embêtée par cette appellation. Alors, à la page 70, donc vous avez le principe de la mesure de la turbidité. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? C'est à la page 70. Parce que votre phrase, elle est un peu ambiguë. Je voudrais que vous m'expliquiez comment, juste le principe, comment vous faites pour mesurer la turbidité. Premièrement, en étalant l'appareil, on a plusieurs étalons de turbidité différentes. On fait passer du moins turbide au plus turbide sur l'appareil. En étalant notre appareil, après on met l'autre équivalent. Après, dans des cubes fermés, et on place dans l'appareil. Il y a un faisceau lumineux qui passe et la valeur elle est affichée sur l'écran. Donc la turbidité est directement proportionnelle à la quantité de lumière absorbée par l'échantillon. C'est comme l'UV, le principe. D'accord. Voilà. J'ai une question sur l'échantillonnage du précurseur, qui est le GD3. Est-ce que vous allez comme ça au chemin de fer et vous prélevez vous-même ou bien... Au sommet du chemin de fer, il y a une carrière. On est parti. C'est vous-même qui vous le faites? Donc ça peut poser un problème d'échantillonnage là. Donc à chaque fois quand on va prélever donc, le DD3, on peut trouver une composition différente. Oui, la première fois. Il fallait mettre, pour soumettre cette thèse là, le jour, la date, les conditions climatiques et tout ça. Parce que supposons qu'on a par exemple une pluie acide. Donc il y avait un changement climatique, on peut tomber sur des conditions très sévères. Non, même s'il n'y a pas une pluie, le même lot, il y a des métaux différents. Madame Ténico, on a trouvé dans la thèse des Indes, c'était un métaux. C'était un métal toxique avec les concentrations qui étaient très très importantes, même pas en trace. C'était le métal toxique.
Et ça va influer comment sur votre résultat Sur notre résultat, alors on était obligé de changer la gîte, de se déplacer à l'endroit et de ramener notre quantité. Et après quand on ramène une quantité, on est obligé de la caractériser, de voir tout d'abord la composition. Donc, c'est-à-dire ces résultats ne vont jamais être reproductibles. C'est-à-dire si vous voulez synthétiser encore une fois cette structure mesure porose, vous n'allez pas avoir la même chose. Si je vois. En ce qui concerne la gîte, oui. Vous rapprochez du moyen. Oui, bien sûr. Donc, c'est après le traitement. Oui, après. Ok. Donc, l'échantillonnage n'est pas en fait très influençant sur la synthèse. Ok. À la page 78, la partie caractérisation par infrarouge. Paragraphe 1, ligne 4. Vous dites que vous avez le doublé à 3636 et 3706 cm-1 est caractéristique du blue kaolin. Est-ce qu'il y a un groupe chimique qui s'appelle comme ça? Parce que là, vous donnez une bande infrarouge et vous dites que ça appartient au groupe kaolin. Parce que pour normalement, ce n'est pas au groupe kaolin, c'est caractéristique des kaolins. On a des bandes de 100%. Donc le groupe kaolin, parce que quand on parle de spectroscopie infrarouge, donc on a une bande qui appartient à un groupe chimique. Donc le groupe kaolin, ça n'existe pas. Alors c'est dû à quoi ces bandes? Ces deux bandes là, 3636 et 3706. Elles sont dues à quoi? La 3636, elle est due au OH des hydroxydes. Mais si on prend par exemple des tableaux infrarouges, on ne trouve jamais que le OH arrive à cette valeur-là. Le OH, c'est près de 3300-3400 cm-1 pour une multitude de molécules organiques, par exemple. Alors, qu'est-ce qui a fait que cette bande soit un petit peu chiffrée vers des valeurs d'onde plus grandes? Pourquoi est-ce que la valeur qu'a le OH, elle est plus grande que d'habitude? C'est à cause de quoi? Votre structure. Là, en fait, il fallait préciser que c'est la vibration de la L2OH interne, des feuillets internes. Il fallait préciser. D'accord? C'est pour cela qu'on a des OH, des bandes OH aussi grandes. C'est la bande d'élongation de la liaison AL2OH des feuillets internes. D'accord? Alors, c'est toujours, je crois, l'infrarouge. Mais je me demande pourquoi vous avez travaillé en moyen infrarouge alors que c'est des métaux, c'est des molécules inorganiques. Donc, l'infrarouge proche aurait donné des résultats qui complètent ce spectre-là. Donc, vous avez travaillé comme si c'était une molécule organique, en infrarouge moyen. Alors qu'il fallait donc compléter, parce que le spectre est tronqué, donc il fallait donc voir la région de l'infrarouge proche où on a ce qu'on appelle les overtones, donc les pics, comment on appelle ça, les fréquences de double, quand les bandes sont doublement excitées, on a des valeurs doubles. Par exemple, on aurait trouvé le double de 3600 qui confirme justement ces élongations. D'accord? Vous avez compris ma remarque? Donc vous avez là le moyen infrarouge qui est de 400 à 4000. Donc il fallait travailler des nombres d'ondes plus grands. D'accord? Qu'on appelle l'infrarouge proche. Aussi, une remarque, pourquoi ils utilisent toujours les pastilles de KBR alors qu'on peut injecter directement l'échantillon solide sur l'appareil? Donc on n'a plus besoin maintenant avec les appareils modernes de faire des pastilles de KBR. Donc on prend carrément le solide, on le met et on analyse, on a des résultats KBR. Ben, on a utilisé Ils en avaient. ce Ils en avaient. On a utilisé ce qu'on a. Oui, c'est juste une remarque. Oui. Oui, donc vous avez une bande. Voilà, paragraphe, toujours la même page, deuxième paragraphe, troisième ligne. La bande à 1006 cm-1. Vous dites qu'elle est attribuée aux variations de déformation des liaisons SI-OSI.
Ouais, c'est une évaluation de la division SIO. Vous l'avez corrigé sur le diapo, vous l'avez corrigé. D'accord? Alors, à la page 79, la page juste après, toujours concernant la infrarouge, donc la ligne 3, donc vous avez un seul paragraphe, la ligne 3. Vous dites que bon, la disparition, plutôt la ligne 2, la disparition des bandes caractéristiques du kaolin, et vous citez entre autres la bande à 3706 cm, moins 1. Vous dites que cette bande qui était dans le kaolin a disparu dans le matériau synthétisé. Alors vous revenez dans la bande dernière ligne, nous remarquons également une large bande à 3700 cm moins 1 attribuée aux vibrations d'étirement du OH. Vous êtes en contradiction là, vous dites que la bande a disparu, mais on ne la voit pas bien, donc est-ce qu'elle existe réellement cette bande? On voit une large bande comme ça, qui s'étend de 3400 en fait à 4000. Donc c'est quoi, je dis bien que cette bande a disparu ou qu'elle est encore là. Ou comme ça, on peut la considérer comme bande. C'est une large bande. Ça peut être dû à la résolution de l'appareil, donc il n'y a pas un bon réglage. Donc il y a des bandes, mais il y a toujours les mêmes bandes qu'il y a dans le kaolin, mais il y a une mauvaise résolution. Il n'y a pas eu le temps que les bandes soient bien séparées. Ça peut être dû donc, au problème de mesure de l'appareil. D'accord? Oui, vous pouvez, bien sûr. Donc pour régler le problème, il faut donc faire la première dérivée du spectre et la deuxième dérivée du spectre. La première dérivée du spectre et la deuxième dérivée du spectre. Donc je trouve les bandes, est-ce qu'elles existent ou non? La première dérivée, la deuxième dérivée, pour calculer l'existence ou bien la disparition d'une bande dans la zone. Donc, on continue. À la page 80, donc vous donnez à la figure 3.9 l'isotherme d'absorption et de désorption du NE. Tout à l'heure, dans votre exposé, vous avez dit que le kaolin possède des isothermes du type 2 et du type 4. Est-ce qu'il peut être les deux? Est-ce qu'il y a certains kaolins qui suivent l'isotherme du type 2 et certains type 4? Ou bien est-ce qu'un même kaolin, une même structure? Type 2 parce que est-ce qu'une même structure donc peut suivre deux isothermes différents? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit le kaolin, les isothermes du kaolin sont du type 2 et type 4. Comment on sait si un matériau suit l'une ou l'autre des isothermes? On se base sur quoi pour dire que c'est type 4 ou 2? 2 parce que c'est des micro. L'allure? Ouais. La boucle, la présence de la boucle de stérésis. Quelle signification pratique a l'allure de l'isotherme, ou le type d'isotherme? Si je dis du type 4, c'est donc un type de port. C'est-à-dire que c'est oui, microporeux. Type 4, c'est mésoporeux plutôt. 4, c'est mésoporeux. Ah, oui, et c'est en multicouche. Le fait que c'est des isothermes. Les deux sont multicouches. Les deux sont multicouches. Type 2 et type 4. En multicouche. Monocouche, donc, c'est des isothermes type 1. À la page. Apparemment, Madame Joël, il dit que c'est votre microphone. Il faut vérifier votre micro. Madame, s'il vous plaît, activez votre micro.
pour elle qui. WhatsApp, on peut se connecter sur WhatsApp aussi. C'est bon. Se connecte sur. Mikrofon. Par message. Elle va arriver dans la fenêtre texte. Allez, on monte. On peut